Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans cet amphi MB3 nous sommes tous ici très heureux, je parle aussi au nom de Delphine, d'accueillir Marc Abadi, inspecteur général d'administration et puis vice-président du réseau Une fonction publique pour la transition écologique. Donc pour cette conférence consacrée au thème de la transition écologique et des métiers du service public. Donc une conférence qui est en fait une forme de réponse à des questions que se posent, je pense, un certain nombre d'entre vous. Comment être acteur ou actrice de la transition écologique? Est-ce que intégrer le secteur public, ça fait sens quand on veut relever les défis liés à la transition? Et quelle place aujourd'hui, effectivement, le secteur public et les métiers du service public font-ils à ces enjeux de transition? Donc toutes ces questions et bien d'autres, j'imagine, vont être abordées dans le cadre de cette conférence, à l'issue de laquelle donc, nous aurons bien sûr le temps, le loisir d'échanger. Donc n'hésitez pas, préparez vos questions et posez vos questions. Je voulais simplement préciser que cette conférence, parce que vous pourrez aussi donner cette information, sera diffusée en podcast sur la chaîne YouTube de l'IEP qui a été enrichie d'un espace à l'initiative du comité de la transition écologique qui soutient cette conférence. Et donc ce sera notamment une ressource assez utile, je pense, pour les étudiantes et étudiants de 3A, y compris de 2A, pour faire les choix de master, s'orienter efficacement et en connaissance de cause. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à M. Abadi. Merci Cédric. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais parvenu, puisque voilà, j'ai été professeur associé à UTA et à Sciences Po pendant 24 ans. 2 mots de présentation pour fixer le cadre, toujours que vous soyez au clair sur d'où je parle, et ensuite de rentrer proprement dans le sujet que Cédric m'a demandé de vous présenter ce soir. Moi, je suis inspecteur général de l'administration, ce qui vous dit peut-être pas grand-chose. Donc c'est une des trois inspections générales qui sont en train de disparaître avec la réforme de la haute fonction publique. Celle-là est rattachée au ministère de l'Intérieur. J'ai même été le chef de l'inspection générale il y a quelques années. J'y suis retourné là pour, finir ma vie administrative là-dessus. Au départ, moi, je suis fonctionnaire des collectivités locales, ce qui est plutôt original à ma génération, puisque j'ai largement l'âge d'être votre papa. J'ai donc dirigé les services d'une ville relativement importante qui était Créteil, et puis une vingtaine d'années après, je suis devenu directeur général adjoint de la région Île-de-France, où je m'occupais du développement économique, de la formation professionnelle, de la recherche et de l'enseignement supérieur. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le service de l'État, bien entendu en tant qu'inspecteur, et puis inspecteur général. En administration centrale, j'étais chef de bureau au ministère de l'Agriculture à l'occasion de ma mobilité, donc j'ai été directeur d'administration centrale au ministère de l'Outre-mer et j'ai été 3 fois directeur de cabinet de ministre, collectivité locale, fonction publique, réforme de l'État, ce genre de sujet. J'ai travaillé dans le secteur privé. J'étais le directeur général de la Ligue française de l'enseignement, qui est une grande association, comme on disait, d'éducation populaire, que vous connaissez. C'est les FOL départementales et tout ce qui gravite autour. C'est sans doute le réseau associatif le plus important en France. Mais aussi dans la PQR, j'ai géré un journal régional bien connu dans cette région. Et j'ai dirigé une filiale du groupe Saint-Gobain là-dessus. Et pour parler de la transition écologique, moi je ne suis pas un écolo, je ne suis pas un native écolo. J'ai dirigé l'agence de l'eau ici, en France il y a 6 agences de l'eau, une par grand bassin, donc ça s'appelle le bassin Adour-Garonne ici à Toulouse,
Ça couvre les 20 départements du Sud-Ouest pendant 4 ans et demi. Et j'ai été pendant 5 ans presque le président d'une filiale de la Caisse des dépôts, avec l'histoire d'Orpea, vous devez à peu près... Qui n'a pas de livret A? Bon, vous avez tous un livret A, donc vous êtes tous, je dirais, concernés par l'activité de la Caisse des dépôts, en tout cas en termes d'entrée et en termes de sortie. Comme vous avez tous fréquenté des écoles, etc., vous avez tous bénéficié des concours que cette grande institution bicentenaire apporte aux collectivités locales, au logement social, c'est les 2 grands métiers. Voilà. Et donc, il y a une filiale spécialisée au sein du groupe Caisse des dépôts, que j'ai présidé pendant jusqu'au 31 décembre, qui s'occupe de biodiversité. Et cette filiale a inventé, il y a 3 organismes qui sont capables de faire ça au monde, ce qu'on appelle le scoring des activités en matière de biodiversité pour les activités économiques, financières, et à partir de cette année pour les collectivités locales. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer l'empreinte, un peu comme le carbone, là-dessus. Puis par ailleurs, donc je vous disais, j'ai été professeur associé ici, et j'avais créé à la demande, alors je ne sais plus si c'était Laure ou Ortiz ou Philippe Rimbaud à l'époque, et les gens qui étaient en charge de la prépa au concours à l'époque, un cours sur les politiques d'aménagement durable des territoires, qui me paraissait déjà il y a une douzaine, 13 d'années là-dessus. Bon, voilà, bon. Peut-être, parce que peut-être vous êtes familier, enfin je suppose, je l'espère, votre génération, ça me paraîtrait dommage que vous ne soyez pas très familier de ce genre de sujet. J'ai choisi quand même de rappeler quelques éléments du contexte et qu'est-ce que c'est que la transition écologique, sachant que, par exemple, le groupe Caisse des dépôts a mis dans sa raison d'être, puisque comme c'est un établissement public, c'est pas comme les sociétés, pas société à mission, CDC Biodiversité est une société à mission, mais le groupe Caisse des dépôts lui-même acteur de ce qu'on appelle la transformation écologique, c'est-à-dire d'aller encore un peu plus loin dans le système en disant les changements structurels, systémiques, j'y reviendrai, nécessitent effectivement qu'une institution comme celle-là consacre, parce qu'elle est en charge de l'intérêt général, la transformation écologique. D'abord, la crise écologique, ce n'est pas une crise qu'on découvre le 31 décembre en faisant ses vœux. Si vous voyez ce à quoi je fais allusion. Je fais partie d'une génération à qui on a quand même expliqué depuis longtemps qu'il y avait un problème. Hein, et donc, je vous ai mis 3-4 éléments là. Hein. Le rapport Meadows du MIT, donc pas des gens qui sont des gauchistes écolo-terroristes, comme dirait le ministre dont je dépends, mais enfin, comme je suis d'un corps de contrôle, je m'en fiche. Et donc, ça fait quand même longtemps qu'on parle des limites, effectivement, de la façon dont le développement se fait sur Terre, ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires, hein, qu'on atteint malheureusement chaque année un peu plus tôt dans l'année et selon les différents secteurs, là aussi un peu plus vite. Deuxièmement, c'est que le développement durable, là aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein, on n'a pas attendu ces dernières années pour en parler et donc, c'est une expression, un concept, alors c'est du mauvais français-anglais, un développement soutenable, moi, ça m'a toujours paru plus fort. Mais enfin, en France, on a choisi de traduire ça par développement durable, qui a été inventé par l'ancienne première ministre norvégienne, là aussi dans un rapport que je suppose vous avez connu. Et puis, les première grande conférence internationale, on est à la COP 27 pour le climat, à la COP 15 pour la biodiversité qui s'est tenue à Montréal au mois de décembre. Ce sont des choses qu'on connaît depuis, là aussi, un bon moment. Le sommet de Rio, le sommet de la Terre, etc. Et donc, en 1992, tous les États se sont engagés à respecter un certain nombre d'éléments pour essayer de faire face à cette crise écologique, climatique, sur la biodiversité. J'y reviendrai sur 2 ou 3 autres éléments. Le deuxième point important, même si je pense que dans notre pays c'est moins discuté, mais moi je me souviens quand je dirigeais le cabinet d'un ministre, j'avais comme interlocuteur Claude Allègre, qui était ministre de l'Enseignement supérieur, qui est un scientifique qui est reconnu, mais qui, lui, mettait en doute à l'époque le réchauffement climatique. Et donc, ça fait longtemps que le GIEC travaille. Alors, il y a des écrits
sur le réchauffement climatique, vous en trouvez dès la fin du 19e siècle. Mais si vous vous penchez sur l'histoire récente, le GIEC, donc le groupe des experts, qui est une organisation hybride qui fait des rapports depuis des années, là aussi, ce n'est pas récent. Hein, ça date de la fin des années 80. À une époque, tenez-vous bien, et ils en étaient d'accord, les États-Unis étaient dirigés par Ronald Reagan et l'Angleterre par Margaret Thatcher. Donc ce sont ces gens-là qui ont approuvé la création du GIEC et qui, à l'époque, ne mettaient pas en cause, comme un certain nombre de leurs successeurs, dont je tairai le nom, là-dessus. Et donc, ça fait longtemps, là aussi, que le GIEC fait des scénarios, étudie, compile, dans le cadre des Nations Unies et en confrontant dès ses travaux, j'insiste là-dessus, les hypothèses scientifiques avec le point de vue des gouvernements. Le GIEC, ce n'est pas simplement un assemblage, je dirais, d'experts, c'est aussi des gens qui ont en charge, effectivement, de discuter dans leurs préconisations, leurs rapports, choses. Donc le 6e rapport du GIEC, celui que, j'en dirai un mot, les gens de Pour un réveil écologique qui vous ont précédé sur les bords des grandes écoles et des universités, ont placardé dans les métros, etc., en disant « lisez au moins le rapport pour les décideurs pour être bien conscient de ce qui se passe ». Et moi, je me souviens quand je dirigeais l'agence de l'eau de ce constat, c'est le GIEC fait des scénarios, et depuis qu'il fait des scénarios, donc depuis une trentaine d'années, c'est toujours le scénario le plus défavorable qui se révèle en occurrence. Et donc, on ne peut pas accuser effectivement ces gens-là de noircir le tableau. Ils font des hypothèses hautes, des hypothèses basses, des hypothèses moyennes, et malheureusement en matière climatique, là-dessus. Le GIEC a son équivalent moins connu, qui est l'IPBES, puisque là, on a gardé l'acronyme même quand on parle en français anglais, qui s'occupe de biodiversité, et qui avait fait notamment une évaluation, c'est-à-dire l'équivalent pour la biodiversité des rapports du GIEC, rendu public en 2019 à l'UNESCO à Paris. Retrouvez le monde de ce jour-là sur toute la une. 1 million d'espèces disparaissent. Sur les 7 à 8 millions qu'on connaît, en fait, il y en a sans doute 2 ou 3 fois plus, mais dans le recensement qui sont suivis dans la littérature scientifique, c'est ça, et qui avait déterminé les 5 causes de perte de la biodiversité, dont le climat, qui bien entendu a une influence forte, donc les interférences entre les dossiers sont très très claires, mais c'est aussi la surexploitation des ressources, la pollution, le changement d'usage des sols, qui pour un pays comme le nôtre, j'y reviendrai, est tout à fait essentiel, et puis toutes ces espèces envahissantes qui viennent effectivement détruire la biodiversité. Et le GIEC et l'IPBES produisent maintenant des rapports communs, ça a été le cas l'année dernière. Tout ça, c'est donc le système aussi des Nations Unies. Tous ces organismes spécialisés à vocation scientifique gravitent autour des Nations Unies. Vous avez sans doute entendu des déclarations assez fortes du secrétaire général actuel, M. Gutiérrez, là-dessus, qui ne se fait pas, qui mâche pas ses mots là aussi pour expliquer, je dirais, le mur dans lequel on s'enfonce. Et donc, dans les grands objectifs du développement durable, les ODD, comme on dit, pour 2030, on retrouve l'essentiel des préoccupations, je vous les ai rappelées là, sur le climat, sur la préservation de l'eau, etc., à côté de choses qui sont, je dirais, à vocation un peu différente là-dessus. Alors la transition écologique, puisque Cédric m'avait demandé de faire quelque chose qui s'adresse aux fonctionnaires, il y a une définition administrative, donc je vous la cite, et donc la transition écologique, c'est une évolution vers un nouveau modèle économique et social de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Et 4 ont été listés à ce titre. Celui dont on parle essentiellement, le climat, la biodiversité, je vous en ai dit un mot, la rareté des ressources. Je pense que là aussi, chacun, les fameuses limites planétaires. Et puis quelque chose, je pense, dont on a pris conscience, notamment avec la crise du Covid, j'y reviendrai, c'est bien entendu tous les risques sur la santé, qui sont des risques tout à fait essentiels, forts, et qui justifient, je dirais, des choses, sachant qu'il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire qu'il faut essayer, là encore, d'avoir une approche systémique. Il ne faut pas prendre des mesures pour le climat qui seraient mauvaises pour la biodiversité. Il ne faut pas prendre des mesures bonnes pour la biodiversité, mauvaises pour le climat, etc., etc.
hein, ce qui est malheureusement là aussi peut-être quelque chose qu'on rencontre encore. Et la stratégie nationale pour la transition écologique, j'ai mis celle de 2015-2020, hein, se met autour d'un certain nombre d'axes. Alors, pour rentrer plus directement dans le sujet, d'autant, comme vous l'avez vu dans la présentation, expliquer en quoi l'action publique est au cœur des politiques de transition écologique et en quoi les agents publics, les fonctionnaires, trouvent largement, puisqu'il y a des gens ici qui sont non fonctionnaires et qui agissent pour le service public, je dirais par statut, je vous dirais, nous, dans notre association, on admet tous ces gens-là. Donc, quelle c'est leur place, leurs préoccupations, les bouleversements, les interrogations, mais aussi, surtout, les apports que, je dirais, les métiers du service public ont pour la transition écologique. Alors, tout d'abord, je vous l'ai dit un peu en introduction, on est dans un monde qui est régi par un certain nombre d'accords multilatéraux essentiels et qui, là encore, sont pas récents. Alors, comme Cédric avait décidé que ce serait le 2 aujourd'hui, c'est la journée mondiale des zones humides aujourd'hui, sur la base d'une convention de Ramsar. Ramsar, c'est une petite ville en Iran, hein, qui fait de la préservation des zones humides, qui est un enjeu essentiel, j'y reviendrai, en matière de préservation et du climat et de la biodiversité. Et je dirais, c'est aujourd'hui que l'ensemble des pays de la planète s'entendent pour essayer de préserver les zones humides. Alors, pour vous donner une idée, je connais assez bien la secrétaire générale de l'IPBES, qui est une Française scientifique de Montpellier, qui est une femme absolument remarquable. Les experts du GIEC et de l'IPBES estiment qu'on a détruit à l'échelle globale 80% des zones humides, que depuis 1970, un pays comme la France en a détruit 39%, okay, et qu'au cours du XXe siècle, la France a détruit les zones humides qui représentent en termes de superficie 2 fois la superficie de la Corse. Vous voyez, ce n'est pas des enjeux anecdotiques, ce sont des enjeux essentiels. Une autre convention de la même époque dont on parle très très souvent, c'est celle sur le commerce international des espèces, que ce soit la faune et la flore, qui vont déterminer, quand le thon rouge était menacé en Méditerranée, combien on a le droit de pêcher. Moi qui me suis occupé de l'outre-mer, il y a dans les zones, je dirais, de la France, dans l'océan Indien et Pacifique, un poisson rare, très très prisé, qui vaut très très cher. C'est la légine, c'est affreux, hein, là-dessus. Chaque année, on donne des quotas de pêche en fonction des expertises des gens du muséum en France, hein, du muséum d'histoire naturelle de Paris, là-dessus. La convention, les conventions issues de Rio, la convention sur la biodiversité, vous avez tous en tête les accords de Paris, etc. Le point aussi extrêmement important quand on s'intéresse à l'action publique, c'est que l'essentiel des questions environnementales, de développement rural, de transition écologique sont du ressort de l'Union européenne. Même si Laurent Fabius a présidé la COP, c'est l'Europe qui parle. Ce n'est pas la France, etc., etc. Tout ça, c'est au niveau européen. Là-dessus, moi, quand je présidais CDC Biodiversité, je passais beaucoup de temps à Bruxelles avec le directeur de ce qu'on appelle le capital naturel dans le jargon, c'est de la Direction générale de l'environnement, à essayer de voir ce qu'on pouvait faire là-dessus. Ce sont des textes européens qui régissent l'essentiel du droit de l'environnement en France, la directive 4 sur l'eau, etc., etc., et qui a les mêmes problèmes dont je vous ferai part plus loin dans la conférence, c'est-à-dire d'articulation entre ces grandes politiques liées à l'environnement, à la transition écologique, et d'autres politiques qui sont en charge de l'Union européenne. Et même si ça a beaucoup baissé depuis le temps où j'étais à votre place, bien entendu, dans un pays comme la France, un des problèmes qu'on a majeur d'articulation des politiques européennes, c'est la PAC, la politique agricole commune, versus, et je dis bien versus, je dirais l'ensemble des politiques environnementales, que ce soit en matière d'eau, que ce soit en matière de pollution, etc. C'est bien entendu un sujet tout à fait évident là-dessus, sur lequel on retrouve les mêmes difficultés là-dessus. Mais l'Union européenne va très très loin. Elle est en train de faire ce qu'on appelle, dans le jargon des financiers, je présidais une filiale d'un groupe financier public d'intérêt général qui faisait des dépôts, ce qu'on appelle la taxonomie européenne, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place au niveau européen une mécanique qui fera que l'accès au financement public et privé sera conditionné par l'impact de l'activité économique sur l'environnement. Alors après, il y a des marchandages. Hein, on a expliqué
nous, que le nucléaire, c'était comme si, les Allemands ont expliqué que le gaz, c'était comme ça. C'était des énergies de transition. Bon. Donc il y a 2 secteurs, il y en aura 6 qui sont versés dans la taxonomie, et donc les entreprises ne pourront plus financer aux mêmes conditions, je dirais, des activités nocives pour l'environnement et celles qui sont bonnes pour l'environnement. La biodiversité, c'est 2023-2024, au fur et à mesure que ce travail considérable et compliqué sera fait. Alors, on a, nous aussi, en France, une législation, là encore, qui ne date pas d'hier. Nous sommes le 3e pays au monde, si on regarde ce que fait l'OCDE, ça vous dit quelque chose, hein, qui regroupe donc, en gros, les 30 économies les plus développées de type libéral depuis la guerre, de 1945. Donc, on a, dès 1976, une loi de protection de la nature. C'est quand on crée l'embryon de ce qui est devenu le ministère de l'écologie, de l'environnement, de la transition écologique aujourd'hui, dans lequel on a institué une règle à la fois simple et compliquée. C'est quand vous faites un projet, il faut éviter d'atteindre à l'environnement. Si vous ne pouvez pas éviter, il faut réduire au maximum les atteintes que vous portez à l'environnement quand vous faites une route, quand vous construisez, etc. etc. Et sinon, il faut compenser. Vous avez tous entendu parler de la compensation carbone. Il y a plusieurs compensations, je dirais, qui existent là-dessus. La législation française est remarquable. Quand vous en discutez avec des experts de l'OCDE, le seul problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Une étude faite par le Muséum d'histoire naturelle, dont je vous ai déjà parlé, qui est un peu l'organisme de référence sur ces sujets du monde scientifique, qui portait sur l'application de ces règles dans 2 régions en France, les Hauts-de-France et l'Occitanie, géographique, hein, pas les régions au sens institutionnel, disait qu'elle produisait des effets dans 20% des cas auxquels elle aurait dû normalement s'appliquer. La loi SRU, vous en avez tous entendu parler, solidarité, renouvellement urbain. Si, vous en avez tous entendu parler, madame. C'est le problème du quota de logements sociaux dans les villes. Sujet qui est un sujet récurrent du débat public français, etc. Mais c'est aussi une loi qui a considérablement modifié l'aménagement, l'urbanisme, j'y reviendrai, qui est quand même une compétence essentielle. J'ai participé à l'écriture des lois de décentralisation, j'étais à peine plus âgé que vous. Et c'est aussi dans cette loi qu'on avait initié des mesures dites de sobriété foncière, donc des mesures dont on parle beaucoup aujourd'hui. On y reviendra. Et puis je vous ai mis, bien entendu, le Grenelle de l'environnement qui a produit un nombre de textes absolument considérable. Grenelle de l'environnement, bonjour. Et vous avez tous entendu parler de la loi climat-résilience qui fait suite à l'exercice dans lequel s'est engagé notre pays de convention citoyenne du mois d'août 2021 avec, par exemple, 0 artificialisation nette, donc d'essayer de stopper l'artificialisation des sols, parce que je veux dire, on porte atteinte aux zones humides et globalement, on porte atteinte à l'équilibre, effectivement, des sols en France pour de multiples années, ou les fameuses zones ZFE, ça vous dit peut-être rien, mais croyez-moi, dans le débat public actuel, c'est un des sujets les plus sensibles, les zones de faible émission. Comment sortir les voitures polluantes du monde urbain, pour des raisons à la fois de gaz à effet de serre, j'y reviendrai, et aussi de santé, avec des éléments très précis. À vue de nez, depuis 15 ans, on a une quinzaine de lois écologiques, de transition écologique, de climat, de ceci, de cela, d'économie circulaire, et tout, et des centaines de décrets. Et ça, c'est essentiel, y compris par rapport à vous, si ça vous intéresse de travailler sur ces sujets-là, c'est que c'est devenu un monde compliqué. Savoir quel est le droit qui s'applique sur tel sujet, à tel endroit, là-dessus, devient un exercice hautement périlleux. Moi, c'est un constat que j'avais fait quand j'étais directeur de l'Agence de l'eau. Objectivement, quand une entreprise, il y en a encore qui en ont besoin, utilise de l'eau, faire un dossier de la loi sur l'eau, franchement, c'est une opération qui n'est pas simple. Pour de multiples raisons, multiplicité d'acteurs, multiplicité de sujets, débat sur la quantité d'eau, donc ce sujet dont vous avez dû entendre parler, est-ce qu'on crée des réserves, est-ce qu'on crée des bassines, etc. Sur la qualité de l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, et puis l'eau n'est pas, vous avez tous fait un peu de physique-chimie,
avant de faire de la science politique, du droit ou de l'économie ou de l'histoire ici, l'eau, ce n'est pas un milieu neutre. Quand vous mettez plusieurs ingrédients dans l'eau, ils se mélangent et ça produit des effets cocktails qui sont parfois des effets totalement imprévus, mal situés, etc. Et bien évidemment, donc, ça devient extrêmement compliqué à suivre. Mais l'action publique, ce n'est pas simplement des lois, des décrets, etc. C'est aussi, bien entendu, et c'est tout à fait fondamental, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux sont des acteurs de la vie économique et financière de la nation. J'y reviendrai. Et donc, on doit prendre en compte, si on veut apprécier l'action publique en matière de transition écologique, des financements spécifiques qui sont dédiés. Un fonds vert a été créé ces derniers mois de 2 milliards d'euros pour soutenir les initiatives des collectivités locales. On institue des taxes carbone, vous vous rappelez de l'affaire des Gilets jaunes. Comment la déterminer? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça s'applique? Qu'est-ce qu'on met effectivement dans le gaz à effet de serre? Est-ce que c'est l'activité directe? Est-ce que c'est l'activité directe et indirecte? Des problèmes importés, tout le débat climat, scope 1, scope 2, scope 3, pour ceux qui s'intéressent de très près à ce genre de choses. Et puis, ce n'est pas un débat français, c'est un débat mondial. En tout cas, c'est sûrement un débat européen. Et l'Europe vient de décider qu'elle, dans son souhait d'être exemplaire en la matière, elle instituera une taxe carbone sur tout ce qui sera importé de l'extérieur de l'Union. Mais c'est aussi, bien entendu, non seulement des politiques budgétaires, État, collectivités locales, des politiques fiscales, c'est aussi des politiques en direction des particuliers. La loi climat-résilience a prévu qu'on ne pourrait plus louer les passoires thermiques. Donc ça a un effet tout à fait essentiel sur là-dessus. Donc on crée une prime MaRénov' qu'on essaye de faire simple. Et en général, c'est très compliqué quand on veut faire simple dans l'administration en France, il faut le reconnaître. Et on distribue donc des aides en fonction des revenus, en fonction de la qualité du logement, en fonction des travaux. Le bilan 2022 est considéré optiquement comme bon. La Cour des comptes, dans un rapport récent, explique que tout ça est assez relatif. On a distribué de quoi à peu près 600 000 primes l'an passé, mais seulement 10% portent sur des rénovations globales des habitations. Donc on est dans un monde là, je prendrai un autre exemple que je connais bien, celui de l'eau, où l'évaluation des effets réels d'un certain nombre de politiques incitatives ou contre, si on fait des fiscalités négatives, sont parfois extrêmement difficiles à apprécier. Le rapport économique par rapport au rapport écologique mérite d'être interrogé. Il y a les plans de sobriété. Alors bon, et la crise en Ukraine et la prise de conscience maintenant, je pense, assez généralisée qu'il faut, avec la succession des années caniculaires que nous connaissons, donc les plans de sobriété, ils concernent l'État, les entreprises, les collectivités locales, vous, moi, etc., etc. Et on essaye là aussi d'avoir une démarche d'ensemble du dispositif. Le rôle de l'État, c'est aussi, bien entendu, non seulement de faire des textes, de pondre, etc., mais c'est aussi d'avoir des... Je l'ai dit sur, par exemple, la séquence ERC, c'est le respect de l'état de droit. Il ne s'agit pas simplement de prendre des textes, il faut les faire appliquer. Donc ça va concerner la police, la justice, qui joue un rôle de plus en plus important. Plus les textes sont compliqués, plus le rôle du juge sera important. Excusez-moi, je parle là peut-être de ce que je ne devrais pas. Moi, je ne suis pas un prof de droit. Mais enfin, le fonctionnaire que je suis trouve quand même que ça, c'est une des parties du problème. Et puis, par ailleurs, un certain nombre de gens, des ONG, mais aussi des collectivités locales. Si je prends le débat sur l'affaire du siècle, c'est des ONG et des collectivités locales ont décidé de contraindre l'État à appliquer les propres textes qu'il a pris. Et donc d'aller jusqu'au bout de ce genre de logique. Et ce genre de contentieux se multiplie. Et là, je ne parle que de la France, mais dans un certain nombre de pays très minoritaires aujourd'hui, on réfléchit à donner un statut juridique à la nature, une partie de la nature, est-ce que les fleuves, etc., ce genre de choses. Bon, nous, on a, dans notre ressort juridique, la capacité de donner aux associations, à des gens, la capacité de se porter partie civile, de faire un certain nombre de sujets
pour un tiers, donc le débat est peut-être moins important. Je vous ai parlé des grandes politiques, mais il y a les politiques sectorielles. Donc là, bien évidemment, c'est important de regarder ce qui se passe dans l'action publique avec un principe européen que au moins les entreprises connaissent, c'est qu'à mon grand regret, les administrations ont encore un peu de mal à intégrer à leur dispositif, c'est « do not harm », ne pas porter atteinte à l'environnement. Et là aussi, ce n'est pas une bande de gauchistes, c'est l'Inspection générale des finances, mes collègues et l'Inspection générale de l'écologie et du développement durable qui viennent de rendre un rapport en disant la France met plus d'argent public dans des atteintes à la biodiversité que dans les actions de soutien à la biodiversité. Tout ça, le rapport est public, vous allez sur le site de l'Inspection générale des finances, tout ça a été débattu hier au Conseil national de la biodiversité et c'est la réponse, y compris moi qui suis d'un corps de contrôle, dont le métier c'est de s'assurer du bon usage des deniers publics aussi. Si on nous demande de faire des économies, voilà des économies qu'on peut faire, plutôt que de faire autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut avoir une analyse des budgets publics de l'État, maintenant des collectivités locales, qui soient des budgets verts. Qu'est-ce qui va contribuer effectivement à la transition écologique? Qu'est-ce qui ne contribue pas, voire ce qui est négatif par rapport à tout ça? Et donc, on a tous travaillé sur ce genre de sujet, notamment le groupe Caisse des dépôts. Je vous conseille, si tout ça vous intéresse, de regarder le site de I4C, en français, I4CE, donc, qui est une association créée par l'AFD et la Caisse des dépôts, ou les travaux de l'ancienne boîte que je présidais, CDC Biodiversité, qui sont capables de vous dire, voilà, les dépenses qui, dans les budgets, sont des dépenses positives ou des dépenses négatives. Enfin, le troisième champ d'intervention, et je crois que c'est quelque chose, moi, qui me paraît fondamental, surtout que moi, j'ai toujours été attaché à ça, c'est qu'on ne peut pas raisonner à l'aune de l'annualité budgétaire, du budget de l'année, etc. Si on veut vraiment conduire une transition écologique, il faut s'inscrire dans la durée, comme nous y invitent d'ailleurs les grands traités internationaux, les grands engagements 2030, 2050, etc. Et donc, si on veut faire bouger le paquebot, qui est la vie publique, la vie des entreprises, notre vie à tous, il faut, je dirais, se fixer un cap, s'y tenir. Et donc, cette notion qui a ressurgi dans le débat public de la planification écologique, avec la création du secrétariat général à la planification écologique et de l'idée. Alors, ce n'est pas des sujets qui sont des sujets, là aussi, si nouveaux que ça. L'institution dont je vous parlais, l'agence de l'eau, les agences de l'eau, travaillent depuis qu'elles ont été créées en 1964 sur la base de plans pluriannuels de 6 ans, dans lesquels on dit, voilà, on fait un SDAGE, qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau à l'échelle d'un bassin. On fait un programme, je dirais, financier qui va avec, c'est-à-dire qu'on s'assure que les engagements financiers sont compatibles avec les engagements sur la bonne qualité de l'eau. C'est ça ce que nous demande l'Europe. L'Europe nous demande à la directive 4 sur l'eau d'arriver à enfin une bonne qualité de l'eau. Et on met les moyens financiers, les moyens juridiques derrière là-dessus. Je pense que c'est tout à fait essentiel, notamment sur tout ce qui va être le rapport avec les collectivités locales. Parce que les collectivités locales sont au cœur de l'essentiel des sujets de transition écologique. On est dans un État qui est centré sur des missions régaliennes, j'y viendrai tout à l'heure précisément, puisque c'est les métiers, sur une mission éducative qu'il partage depuis la décentralisation avec, je dirais, les collectivités locales. Et vous avez pu bénéficier de conditions dans les collèges et les lycées bien meilleures que ma génération, parce que les élus entretiennent mieux, effectivement, les bâtiments scolaires que ne le faisait l'État, là-dessus. Mais les collectivités locales ont en France, depuis la décentralisation, voire des fois depuis bien avant, des responsabilités qui sont au cœur de ce que nous avons besoin pour conduire cette transition écologique. Tout d'abord, et ça qu'on prenne le biais de l'angle ou de l'adaptation, de l'atténuation ou de l'adaptation. Si on veut atténuer effectivement la crise climatique, la crise de la biodiversité, etc., si on veut s'adapter parce qu'on est déjà 1,7 et
on aura beaucoup de mal à le tenir deux. Puis comme je vous disais tout à l'heure, les scénarios du GIEC montrent que ça s'accélère, ça va de plus en plus vite, et que penser à un scénario à 4 plus 4 n'est pas totalement absurde, même s'il est extrêmement compliqué, effectivement, à mettre en œuvre. Donc il faut effectivement mettre tout le monde là-dedans. Alors dans notre pays, les collectivités locales ont la responsabilité de la planification des sols. Donc les régions font des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable, etc. Et les collectivités locales, intercommunales maintenant dans l'essentiel des cas, font les schémas de cohérence territoriale, délivrent les permis de construire, les PLU, les PLUI, qui sont de plus en plus intercommunaux. Et c'est là le cœur, effectivement, du sujet de la préservation de la biodiversité, de la préservation, effectivement, de la qualité des sols, parce que le premier séquestrateur de carbone, après l'océan, c'est le sol. Et donc, il faut être extrêmement attentif à ce genre de sujet. Le secteur des transports, qui est un secteur, vous le savez, très émetteur de gaz à effet de serre, avec en plus tout ce qu'il y a derrière, j'y reviendrai tout à l'heure en matière de santé, est aussi de la responsabilité des régions, des intercommunalités, développer les transports, etc., est tout à fait essentiel. La politique de l'eau. La politique de l'eau, c'est 80% les collectivités locales, 20% l'État. Hein, l'eau potable, c'est les collectivités locales. L'assainissement, ce sont les collectivités locales. Les eaux pluviales, ce sont des collectivités locales. GEMAPI, alors c'est un sigle qui vous dira peut-être vous rien, mais qui là aussi, si vous vous intéressez à l'action publique, est au cœur des débats depuis 5 ou 6 ans. Ça veut dire gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations. Parce qu'une zone humide, dont je vous parlais tout à l'heure, une zone humide, ça fait éponge. Plus vous artificialisez, plus vous créez des potentialités d'inondation. Deuxièmement, une zone humide, c'est un réservoir de biodiversité imparable. Parce que la nature, elle est comme vous et moi. Elle est composée de flotte et elle a besoin d'eau. Une plante, pour pousser, elle a besoin d'eau et de soleil. Un oiseau, un ragondin, n'importe quoi. Toutes les espèces animales ont besoin d'eau, etc. Donc, dès que vous asséchez, dès que vous bitumez, vous portez atteinte, effectivement, à ce genre de choses. Donc, on est là. Je prends un exemple que je vais tirer de mon action personnelle. Un ministre de l'Intérieur dont je tairai le nom, mais plutôt un ami à moi, m'a dit un jour, Marc, quand je dirigeais l'inspection générale de l'administration, les rapports de l'inspection générale n'arrivent pas assez vite pour indemniser les communes après les grandes inondations. Je disais, mais monsieur le ministre, c'est pas que les collègues sont des feignants et qui veulent prendre leur retraite trop jeune. C'est simplement, j'ai fait des statistiques. Depuis 10 ans, on fait 2 fois plus de rapports qui ont un coût 2 fois plus élevé chacun. Voilà. Et j'ai fini par lui dire, je vais finir par être d'accord avec mes collègues de l'inspection des finances. Ça ne peut pas durer comme ça. Si vous voulez avoir les meilleures études, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire. Sur la transition écologique, la crise écologique, regardez ce qu'écrivent les assureurs et les réassureurs. Eux, ils ont compris l'ampleur du désastre. Swiss Re, deuxième réassureur mondial. C'est là où j'ai lu, pendant que j'étais à CDC Biodiversité, à part ce que fait l'IPBES, les études les plus intéressantes. Ça bousille la vie, donc ça a un coût humain, donc ça a un coût sur les assurances, ça a un coût sur les inondations, tout ça, etc. Et puis il y a un truc, tenez, je vais vous prendre un autre exemple, surtout qui est très, très concerné vous n'êtes pas tous de la région, mais nous sommes donc dans cette région. 40% des maisons sont sur des sols qui, à cause de la crise climatique, bougent, se fendent, et les coûts sont considérables. Dans les 15 départements français les plus concernés par ça, il y en a 7 qui sont dans l'ex-Midi-Pyrénées, donc presque tous de Midi-Pyrénées. Voilà l'enjeu. La gestion des déchets, là aussi, c'est la responsabilité des collectivités locales. Et puis les collectivités locales, c'est le premier propriétaire foncier du pays. Avec les bâtiments scolaires, c'est le premier propriétaire, effectivement, en nombre de mètres carrés. C'est propriétaire des forêts, etc., etc. Ça gère 2 millions d'agents. L'État, 2,5 millions. Les hôpitaux, 1,2. Là-dessus.
c'est l'investisseur public pour 2 tiers des cas. C'est le premier employeur de la commune ou le deuxième s'il y a un hôpital. La restauration collective, parce que je dis que l'agriculture, les sujets alimentaires étaient au cœur des questions pour la transition écologique, notamment avec la restauration scolaire, c'est tout à fait essentiel et beaucoup de collectivités se sont engagées. J'en dirai un mot tout à l'heure là-dessus. Enfin, pour moi, et ça c'est important, je voulais insister là-dessus, parce que c'est aussi le leitmotiv de notre association, c'est que la crise écologique et la transition écologique nécessitent une approche systémique. Alors c'est compliqué une approche systémique, comme je disais tout à l'heure. Comment s'assurer ce que vous faites pour préserver la biodiversité compatible avec ce qu'il faut faire pour le climat et réciproquement? Comment s'assurer à la Caisse des dépôts, tenez, pour prendre un exemple. Là j'anticipe, Cédric, sur la dernière partie sur les métiers. La personne en charge du développement durable dans le groupe Caisse des dépôts, c'est la direction financière. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche qui soit vraiment une approche transversale, globale. C'est compliqué. Regardez la récente loi qui vient d'être prise, qui est en train de faire sur l'accélération des énergies renouvelables. Il faut faire plus d'éoliennes sans porter atteinte à la biodiversité, aux oiseaux, etc. etc. Vous voyez, bien évidemment, il faut qu'il y ait une meilleure qualité de l'eau, mais on ne va pas foutre en l'air l'agriculture française. Bien entendu, il faut arrêter d'artificialiser les sols, mais on ne va pas arrêter de construire du logement social qui est nécessaire. On ne va pas arrêter de construire des universités, des collèges, des lycées, des équipements publics dont la population a besoin. Donc vous êtes sans arrêt à voir ça. Et c'est sûr qu'au niveau local, c'est parfois encore plus compliqué que le syndrome NIMBY, que vous ne connaissez tous, je ne développe pas, trouve à s'appliquer malheureusement des fois, avec encore plus d'acuité, effectivement. Et puis il y a un sujet, et c'est ce que j'ai dit à Cédric, moi je m'adresse à des étudiants de Sciences Po. Vous savez ce que c'est que l'acceptabilité sociale des mesures. Ce n'est pas que du droit, ce n'est pas que de l'économie, ce n'est pas que de la technique, j'y viendrai. C'est de s'assurer que les gens qui sont en face de vous comprennent ce pourquoi et que vous avez bien pris en compte l'ensemble de leur situation. Pour quelqu'un comme moi, changer de voiture, ce n'est pas un problème. Quand vous gagnez le SMIC, quel est le prix de la première voiture électrique en France? 20 000 €. Le double de son modèle thermique. C'est la Dacia Spring. Une Mégane de chez Renault, c'est-à-dire une voiture moyenne électrique, ça vaut 40 000 €. Une Clio hybride, 25 000 €. Voilà. Ça, tout un chacun ne peut pas faire face à ça de façon évidente là-dessus. On y reviendra. Et puis il y a la santé. Ce que je disais tout à l'heure, 4 composantes de la transition écologique, le climat, la biodiversité, la rareté des ressources, et les enjeux de santé. Et je pense que maintenant qu'on a vécu le Covid, les risques sanitaires liés à la crise écologique sont excessivement importants, excessivement lourds, compliqués. Il ne s'agit pas non plus de mettre, je dirais, les gens en situation d'éco-anxiété. Moi, ce n'est pas mon genre. Mais il y a des réalités. Pourquoi on fait les zones de faible émission dans les centres-villes? Il y a la composante climatique. C'est absolument évident qu'il faut réduire les gaz à effet de serre. Mais surtout, quelle est la deuxième cause de mortalité en France après le cancer? Les fines particules. Tout ce qui va être émis par 2 sujets essentiels, les bagnoles et les gens qui se chauffent avec des cochonneries. À l'échelle de Strasbourg, 500 000 habitants, la surmortalité due à l'état de l'air à cause de la circulation automobile, c'est 1 pour 1000 de morts supplémentaires. C'est pas rien. On ne peut pas passer ça sous silence. Bon, toutes les zoonoses, toutes les pandémies qui nous guettent ou qui sont déjà là, elles sont aussi en grande partie liées à un rapport de crise écologique que l'homme entretient avec la nature. C'est pas moi, je ne vais pas vous dire que le coronavirus, il est né ici ou là, sauf que c'est sûrement une chauve-souris.
et que l'Institut Pasteur, en 2017, publiait une étude disant, vu les travaux qui sont engagés par la Chine pour faire les routes de la soie en Asie, le risque que des coronavirus se répandent est fort élevé. Voilà. Et qu'il y a plein de maladies autres qu'on pourrait prendre là-dessus. Les phénomènes d'antibiorésistance, vous voyez ce que c'est? L'excès de médicaments, etc., là-dessus. Les petits moustiques, etc. Et puis le secteur de la santé, il est gaz à effet de serre comme tous les autres. Face à ça, et je prends cet exemple-là pour diversifier, hein, vous préparez des concours, l'État, les collectivités locales, les écoles de Rennes, etc. Ben, ça fait quand même 10 ans que l'OMS, que tout un tas de gens disent, donc bien avant la crise du Covid, promeuvent ce qu'on appelle dans le jargon « One Health », la santé globale. On ne peut pas détacher la santé de l'homme de la santé de la nature, de la santé des animaux. C'est tout à fait essentiel. Et il y a des certitudes scientifiques. Si vous avez bien lu les journaux depuis 2 jours ou 3 jours, si vous avez bien écouté les radios, notamment de services publics, si vous avez, etc., vous avez tous entendu que le Lancet, donc maintenant ça titre chez les gens, on sait que c'est une grande revue scientifique, a fait une étude portant sur 60 pays qui dit que si on double le nombre d'arbres en ville, on va faire diminuer la mortalité dans tous ces pays-là. Les îlots de chaleur, pas besoin de vous dire ce qui s'est passé en 2003, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais enfin c'est des images que vous avez encore en tête. 2022, la surmortalité due aux canicules est une évidence. Ça fout encore un peu plus en l'air l'hôpital public qui n'avait pas besoin de ça, etc., etc. Et qu'à l'autre bout, la santé, ça va dépendre aussi du rapport qu'on a avec la nature. Ce n'est pas des éco-terroristes irresponsables, c'est les gens du CHU de Metz, dont M. Braun était le patron des urgences. Donc il sait de quoi il parle. Qu'on ait montré que quand vous mettez des arbres dans les EHPAD, les gens se dégradent moins vite de la maladie d'Alzheimer. La littérature scientifique anglo-saxonne est pleine de tout ça. Je veux dire, bon, voilà. Donc l'action publique pour une meilleure gestion des hôpitaux, une meilleure gestion des EHPAD, le rachat de groupe Orpea par une institution publique d'intérêt général que je connais bien, doit conduire effectivement à être actif. Alors, pour rentrer un peu plus profond là-dessus, donc je pense que tous les agents qui travaillent peu ou prou dans le service public sont confrontés au sujet de la transition écologique et ont une contribution positive à y apporter en fonction d'un principe simple. Comme je disais tout à l'heure, déjà, appliquons les textes. Comme je dis toujours, en matière d'écologie, si on appliquait déjà tous les textes qui existent, je pense que la situation serait moins défavorable là-dessus. Donc ça, je pense que c'est important. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si on a une approche systémique, c'est un aggiornamento global qu'il faut faire de la façon dont on gère les politiques publiques. Les tuyaux dehors, tout ça, etc. Enfin, Max Weber, je parle sous le contrôle, avait déjà expliqué que ce n'est pas une tare, entre guillemets, seulement les bureaucraties publiques. Les bureaucraties privées sont tout aussi là-dessus. Bon, donc cette approche systémique, globale, et qui va s'enrichir d'un certain nombre de sujets, pas toujours bien fait en France, moins que dans d'autres pays. On ne sait pas faire travailler les universitaires, les scientifiques et les services publics en France. Moi, je le dis, c'est 5 ans de pratique presque maintenant. L'acceptabilité sociale est un sujet qu'on a beaucoup trop négligé. Et puis je suis d'un corps de contrôle, l'évaluation des politiques publiques, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, est quand même en France quelque chose qui ne marche pas. Hein, bon. Donc je pense qu'on a aussi là un levier d'évolution. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans ces dernières parties, non seulement des métiers, mais aussi de l'organisation. Alors la première priorité, c'est bien entendu la formation. Moi, je découvre tous ces sujets-là. Comme je dis, moi, je ne suis pas écolo, je suis juriste, etc., là-dessus. Il y a un immense besoin de formation. Alors, l'université française va y prendre sa part, l'enseignement supérieur, le rapport Jouzel, etc. Là-dessus, c'est une ardente nécessité, aurait dit le général de Gaulle en parlant de planification.
Mais c'est essentiel. Les écoles de service public s'y mettent tout doucement. Nous, on leur fout la pression. Je vais vous raconter ce qu'on fait. Hein, bon. Il y a maintenant un tronc commun géré par l'INSP, tout ça n'est pas top. Il y a le programme de formation des hauts fonctionnaires. On a rendez-vous dans 15 jours, toutes les associations, avec le cabinet du ministre Guérini pour lui dire qu'il faut faire plus, il faut faire autrement. Il ne faut pas s'occuper que des grands directeurs d'administration centrale. Moi qui suis le corps de contrôle des préfets, je vois bien que les préfets, mes collègues, aussi sympathiques soient-ils, ils ont en gros mon âge. Hein, donc ce n'est pas des sujets qui leur viennent spontanément là-dessus. Donc je pense qu'il y a un énorme effort, effectivement, de formation, et je vous dirais que notre association essaye d'y contribuer. Que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que ça ne concerne pas le ministère de la transition écologique. Alors, je vous ai mis des chiffres, parce que moi je suis un homme on fait des rapports, on donne des chiffres, on n'écrit pas une ligne, on n'écrit pas une phrase qu'on n'est pas capable de justifier. Ce n'est pas les 38 000 agents, même si vous rajoutez les 24 000 des opérateurs qui ont pignon sur rue, hein, y compris des gens qu'on connaît bien à Toulouse. Météo France joue un rôle tout à fait essentiel sur le climat, etc. Les grandes écoles d'ingénieurs, l'ENAC à Toulouse, etc. Là-dessus. Bon, dans un pays comme le nôtre et en Europe, le sujet de l'agriculture est central. Il est très compliqué, mais il est central. La pollution de l'eau, c'est 90% aujourd'hui les pollutions diffuses d'origine agricole, enfin, tout le débat que vous connaissez, les néonicotinoïdes, les phytosanitaires, etc. là-dessus. Bon, bien évidemment. Donc, arriver à faire que le ministère de l'Agriculture soumet à une pression corporatiste éprouvée. Moi, je vous dis, j'y ai travaillé il y a bien longtemps. Enfin, bon, c'est quand même assez invraisemblable. Mais c'est aussi prendre en compte qu'il faut le gérer. Comme je vous disais tout à l'heure, la souveraineté alimentaire, ce n'est pas un vain mot. Hein, quand on n'est pas capable d'avoir du colza et de la farine dans les supermarchés, ça prouve que il faut aussi revenir à des basiques. Mais une alimentation saine, de qualité, une alimentation moins axée effectivement sur un certain nombre de produits animaux. Il faut aider les agriculteurs, mais positivement, à condition qu'ils bougent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, il y a des pays, y compris pas loin. En Hollande, le ministère de l'Agriculture dépend théoriquement du ministère de l'Écologie. Parce que eux, comme vous le savez, ils ont une activité agricole hyper intensive. C'est tout petit, la Hollande, hein, surtout que c'est très peuplé. Et donc, ils sont arrivés à des seuils de saturation partout. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient faire que du porc bio. Hein, c'est terminé de faire autre chose en matière d'élevage que ce genre de choses. Bien entendu, le ministère des Finances, je vous disais tout à l'heure, la clé de ce genre de sujet, mais c'est une clé qui n'est pas là aussi qu'une clé ministérielle. C'est partout, effectivement, qu'il faut prendre ça. Et le ministère des Finances, dans sa composante aussi du ministère de l'économie. Vous avez tous vu que le greenwashing se pratique tous les jours. Je vais vous donner une anecdote. Quand nous avons créé le Global Biodiversity Score, donc fait par des gens du groupe Caisse des dépôts pour mesurer l'empreinte biodiversité, on a répondu à des appels d'offres d'un certain nombre de banques de la place. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas retenu. Parce que nous, on ne fait pas dans le greenwashing. La Caisse des dépôts ne peut pas faire dans le greenwashing. La Caisse des dépôts, ça a été créé pour protéger l'épargne des Français. C'est le tiers de confiance de la nation. Et donc, on a vu des gens reprendre ce que nous étions capables de faire et qui était agréé par des grandes institutions financières. Voilà. Je veux dire, là-dessus. Vous avez vu tout ce qui vient d'être rendu public. Et moi, je suis pour taxer le carbone, mais ce n'est pas taxer le carbone. Je le dis ça, on est à quelques hectomètres de tout le School of Economics et j'avais déjà eu ce débat à l'Agence de l'eau avec Tyrol. On ne peut pas résoudre ça uniquement en créant des taxes sur le carbone. Ou sur la biodiversité, ou ce que vous voulez. Il faut le faire. Mais ça ne suffit pas, effectivement, à s'assurer de la transition écologique. Les ministères régaliens sont concernés. Comme je vous disais tout à l'heure, tout ça, c'est des accords internationaux. Et des accords internationaux dans lesquels nos diplomates ont découvert qu'il y a eu une COP. Ce n'est pas la conférence du traité de Versailles. Vous allez à une COP, vous avez les États, mais vous avez tout le monde. Vous avez tout ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes, les associations. Donc vous négociez dans un monde où vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, c'est à la fois un avantage et un inconvénient de ce type de pratique là-dessus.
Puis il faut là aussi savoir de quoi on parle, hein, même si vous êtes avec des gens. Le ministère de l'Intérieur, ce matin, un des patrons de la gendarmerie a fait le bilan de tout ce que faisait la gendarmerie pour l'environnement. Alors des fois c'est compliqué parce qu'on leur demande aussi de s'assurer que, bon, vous connaissez le débat sur cette section spécialisée de la gendarmerie qui piste les éco-agitateurs. Mais il y a une sous-direction entière de la gendarmerie qui s'occupe de lutter contre les décharges sauvages. Le ministère de l'Intérieur publie depuis l'année dernière des statistiques sur la délinquance environnementale. Et une délinquance environnementale qui est une délinquance physique, je vous ai parlé des charges, mais qui est une délinquance économique. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le trafic des crédits carbone il y a quelques années dans ce qu'on a appelé l'affaire du Sentier. Hein, bon, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une délinquance. La justice avec le problème que je vous ai dit tout à l'heure. Comment articuler le temps judiciaire et le temps de l'administration et le temps de l'économie? Annuler un permis de construire 5 ans après, si le truc est construit. Bon, donc il faut que chacun, effectivement, prenne sa part en dispositif. Toutes les administrations de l'État, l'éducation nationale, qui doit former l'enseignement supérieur, qui doit faire 2 choses. Former, vous former. Mais aussi mettre son expertise à la disposition des décideurs et que les décideurs considèrent qu'ils ont effectivement, dans l'autre sens, à travailler qu'eux, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui est nécessaire. Si je prends le secteur que je connais le moins mal, la biodiversité, c'est des enjeux locaux, très compliqués. Hein, pas facile à déterminer. Là, c'est le ministère de la Santé, mais tout le monde est globalement. Et puis, les administrations, c'est un énorme réservoir. Je vous ai parlé de la sobriété, pour tout ce qui est, vu le poids que ça a dans un pays comme le nôtre, que certains trouvent trop fort, ce qui n'est pas mon cas, patrimoine immobilier qui doit être exemplaire. Le ministère de l'Intérieur, c'est 75 000 bagnoles. Donc l'enjeu, effectivement, de rendre ces voitures écologiquement compatibles est tout à fait essentiel. Les collectivités locales, on en a parlé. L'aménagement, la construction, l'abondement des politiques étatiques, la rénovation thermique, changer les véhicules, les collectivités locales, passer au vélo, toucher des primes de la métropole, de la région, etc. là-dessus, et les agents hospitaliers. Et puis je finis sur, à mon sens, ce qui est le cœur du message, Cédric, si vous me permettez, que je voudrais vous passer. La transition écologique, ce n'est pas une affaire des ingénieurs, ce n'est pas une affaire de la technique. Moi, je me souviens très bien avec mon collègue d'une autre grande dépendance de la Caisse des dépôts qui s'appelle la Banque publique d'investissement, avec mon ami Nicolas Dufour, on passait notre temps à s'engueuler, non pas parce qu'il s'occupait des boîtes, mais il disait il y a des solutions techniques à tous les problèmes écologiques. Je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou alors, il y a des solutions dont moi je demande, il est inspecteur général des finances, de s'assurer qu'on n'a pas fait fausse route dans ce qu'on met en avant. Et je vais vous prendre un exemple que je connais bien, que vous avez peut-être tous entendu. Les réseaux d'eau potable fuient. Vous avez tous entendu ça. Bon. Il faut lutter contre les fuites. Ben, vous êtes convaincu par cet argument qu'effectivement c'est assez absurde de faire de l'eau potable et puis qu'il y ait des fuites dans le réseau. Mais moi, je vais vous poser une première question avant celle-là. Est-ce qu'il est normal de laver des trottoirs et des bagnoles avec de l'eau potable? Il y a une seule ville en France qui ne fait pas ça. Paris. Parce qu'à Paris, il y a 2 réseaux d'eau. Le réseau de l'eau potable et puis le réseau de l'eau moins... Bon, donc on ne lave pas les trottoirs de Paris avec de l'eau potable. À Toulouse, à Marseille... Bon. Première interrogation, si on veut, en disant sobriété, intelligence, alors c'est phénoménal. Mais on pourrait au moins dans tous les quartiers nouveaux qu'on construit, Dieu sait si par exemple ici on en fait beaucoup, s'interroger sur ce genre de choses. Deuxièmement, ça fuit. Oui, ça fuit. N'importe quel ingénieur, c'est pas mon cas, mais tous les ingénieurs de toutes les agences de l'eau étaient d'accord, un réseau d'eau qui a 0 fuite, les problèmes sanitaires que vous allez avoir à la sortie, c'est terrible. Troisièmement, on a un objectif de ramener les fuites à 20%. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où ça fuit plus. Je ne vais pas faire d'anecdote, peu importe. Mais
si vous voulez gagner les 20% ou les 10%, allez, disons que je vous disais tout à l'heure, 100% c'est pas bon. Écologiquement, sanitairement, c'est bon. 90%. L'argent que vous allez mettre pour gagner 10% de non-fuite dans les réseaux d'eau, c'est de l'argent que vous ne mettrez pas ailleurs. Écologiquement, la fuite des réseaux, on s'en fout. L'eau revient dans la nappe parce qu'elle a fui, etc. C'est de l'eau qui coûte plus cher que si c'est de l'eau. Mais je veux dire, mais si vous faites le rapport économique entre l'économie qu'on va faire sur le traitement de l'eau, etc., il y a des tas d'endroits où moi je m'interroge, peut-être parce que je suis d'un corps de contrôle, mais je m'interroge sur les priorités qu'il faut donner à ça là-dessus. Donc, je disais tout à l'heure, évaluation des politiques publiques, s'assurer qu'on pose les bonnes questions, etc., etc. Donc il n'y a pas que des sujets techniques. Le CNFPT, donc l'organisme qui s'occupe de la formation, de la gestion de la haute fonction publique et de la formation d'un certain fonctionnaire. Étude de 2021, sur les 250 métiers, il y en a plus de la moitié qui sont impactés par la transition écologique directement. Quelques exemples. Gestion des bâtiments, ça vous paraît évident. Gestion des espaces verts, puisqu'on a interdit maintenant enfin aux collectivités locales, c'est la loi, hein, ce n'est pas une décision de la mairie ici, de partout, d'utiliser du phytosanitaire. Ça ne s'improvise pas. Il faut convaincre les gens. Et je vais là aussi vous citer quelque chose auquel la première loi disait on interdit les phytosanitaires partout, sauf à quelques endroits. Dans les cimetières. Dans les cimetières, on va laisser un peu de phytosanitaire. On est au cœur des problèmes d'acceptabilité sociale. Parce que si vous n'avez pas de phytosanitaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir faut en général amener un truc qui brûle pour brûler la mauvaise herbe, comme on dit en français. Vous croyez que c'est populaire de faire ça dans un cimetière? Que ça ne crée pas des problèmes d'acceptabilité sociale, qu'on ne peut pas dire on s'en fout. Il faut s'assurer que les gens comprennent ce qu'il faut faire. Ça vous fait sourire, mais demandez à votre grand-mère si elle a envie que la tombe de votre grand-père soit régulièrement frôlée par un truc qui brûle les mauvaises herbes. Il faut lui expliquer, il faut convaincre, il faut être capable de faire autrement, éventuellement. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut être extrêmement attentif aux choses. Ça vous paraît anecdotique, sauf que tout le monde naît, tout le monde meurt. Et que donc, ça, c'est des services publics totalement universels sur lesquels il faut être attentif. Prenons un autre exemple. Vous voulez faire de la rénovation thermique, c'est un boulot d'ingénieur, oui, mais c'est aussi le boulot des financiers. Comment vous allez financer votre rénovation thermique? C'est 350 milliards dont les collectivités locales ont besoin. Donc, il faut inventer des mécanismes nouveaux de financement, ce qu'on appelle le tiers financeur. C'est un peu le genre de sécurité sociale. Il y a une loi qui est en cours d'examen, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité, proposition de loi qui plus est, qui va rendre la Caisse des dépôts, là aussi, dans son rôle de c'est moi qui vais financer les travaux et je vais me récupérer sur le long terme, puisque la Caisse des dépôts a l'éternité devant elle, sur les économies que vous allez faire. Donc, il faut inventer des mécanismes financiers. Je reviens à mon idée de planification, d'approche systémique là-dessus. Les programmes alimentaires territoriaux, ça vous dit quelque chose? Non, si. Regardez Albi. Allez sur le site. C'est l'un des... Bon, voilà. Ça veut dire qu'on va s'intéresser au secteur local, au circuit court, à la qualité alimentaire. Est-ce qu'on fait des menus véganes? Est-ce que les parents d'élèves sont d'accord? Etc., etc., etc. Et on met tout ça en synergie à l'échelle d'un pays, d'une communauté d'agglos, d'une communauté de communes, de plusieurs communautés de communes, effectivement. Et là, on embarque positivement les agriculteurs en disant « vous aurez les marchés publics, etc. pour faire l'alimentation, soyez pas inquiets, passez au bio, ça crée pendant 3 à 5 ans des surcoûts, donc on va, etc. pour l'engagement qu'on va les respecter. » Et vous pouvez. L'achat public, toutes les collectivités locales, tous les services de l'État sont des acheteurs. Et il faut mettre cette composante, effectivement, de l'achat responsable dans le dispositif. Mais là encore, ça ne s'improvise pas. On ne peut pas faire les choses comme ça. Acheter des bus électriques, ça ne s'improvise pas. Si vous n'avez pas pensé, effectivement, en amont, quand vous avez créé vos lignes de bus, ça veut dire que, à Nantes, dans chaque station, ils ont adopté un système. Le bus, le temps où vous montez dans le bus, se pose
sur quelque chose qui le recharge avec des systèmes ou l'hydrogène demain, etc. Donc on sait faire un certain nombre de choses, mais il faut l'avoir anticipé, financé préalablement. L'écosystème local, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi l'écosystème de la biodiversité. Dans ces cadres-là, les élus, ils sont livrés un peu à eux-mêmes. Il n'y a pratiquement plus d'ingénierie publique, vous le savez, même si on a créé une agence où il y a 8 personnes et 20 millions pour s'en occuper au niveau national. Le secrétaire général est un de mes collègues de l'inspection que j'ai lu hier. Bon. Donc il faut faire appel effectivement aux expertises de la fac des sciences, de tout ce que vous voudrez, etc. etc. Enfin, moi j'insiste là-dessus. Les citoyens ne doivent pas être les grands oubliés de la transition écologique. Moi je ne suis pas un spécialiste comme d'autres dans cette maison de la crise des gilets jaunes, j'y reviendrai dans un instant, mais bon, forcément, vous pouvez que vous dire, attention, bon, augmenter le prix de l'essence, ça pèse sur qui? Et surtout quand les gens s'aperçoivent qu'en plus, les crédits supplémentaires que l'État a grâce à cette surtaxe de l'essence ne servent pas à la transition écologique. Donc là, comme je disais tout à l'heure, il y a un problème. Donc je pense que c'est tout à fait essentiel et que là, des gens comme vous ont un rôle fondamental pour essayer de jouer effectivement en tant que cadre, à vocation généraliste, connaissant les problèmes de sociopolitique, d'économie, de droit, etc., à travailler avec des collègues de l'autre côté qui sont perdus. C'est la deuxième conférence, j'ai dit à Cédric, que je fais à Toulouse. La première, je l'ai fait à l'école des ingénieurs là, de Toulouse Tech, etc. Alors eux, le service public, ils ne savaient pas de quoi ça parlait. Donc c'était difficile, même s'ils étaient là pour ça. Et c'était une demande, là aussi, comme ici. Donc il a fallu qu'avec la collègue d'Adréal qui était avec moi, on leur explique comment tout ça fonctionnait. Mais ils sont perdus. Eux, ils se disent, on a une bonne solution technique, on y va, on fonce. Ça ne marche pas. C'est économiquement pas viable. C'est socialement pas admis. C'est avec des effets pervers. Je vous disais tout à l'heure, on a peut-être réglé le problème du climat, mais on n'a pas réglé le problème de la biodiversité, voire on a porté atteinte à la biodiversité. Donc, rapidement, 3 exemples. Crise des Gilets jaunes, je vous renvoie aux écrits, je pense que Cédric vous les donnera, qui ont été faits par des gens aussi. Gestion de l'eau et le monde agricole, bien évidemment. Mais là encore, pourquoi on irrigue? On irrigue dans le sud-ouest parce qu'on a fait venir une plante d'Amérique latine qui a besoin d'eau au mois d'août. Ça s'appelle le maïs. Si vous faites du chanvre, si vous faites du blé, vous avez des tas d'autres qui sont moins aidés par la PAC, qui sont moins économiquement dans des filières, parce que le maïs sert à quoi? À nourrir les bêtes, donc on fait beaucoup trop de viande, on fait le gras, surtout le foie gras, etc. Donc il faut... Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi, en 2010, ils sont venus me péter les vitres de l'agence de l'eau, parce qu'on avait décidé qu'enfin, on allait recouvrer les redevances qu'ils devaient depuis 1964. Hein. Ils ne les devaient pas depuis la veille. Bon, voilà. Voilà. Garçon un peu bête et borné, je dis, il y a des taxes, il faut les recouvre. L'égalité des citoyens, c'est ça. Je vous rassure, hein, les agriculteurs, ils contribuent à 5 ou 6% des recettes de l'agence, c'est pas dramatique. Par rapport à ce que ça leur rapporte à ceux qui irriguent, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Il faut prendre des vraies mesures. Moi, j'ai rien contre faire quelques réserves. C'est justifié à certains endroits. Mais pas en mettant de l'eau dans des sacs en plastique qu'on a posés en haut des collines. Enfin, il y a bien d'autres solutions. Et d'ailleurs, les collectivités locales, je prends ici un truc assez innovant qui est en train d'essayer de faire le Conseil général, peut-être que vous en avez entendu parler, qui consiste à recharger les nappes au moment où on en a le plus besoin. Et pas faire l'inverse, ce qu'un certain nombre de bassines font. Et puis c'est aussi de sortir de cette analyse qui consiste à dire l'eau qui va dans l'océan, elle est perdue. Ce que moi j'entends, ce que vous entendez. Et effectivement, on peut assécher les océans, mais là on est tous morts. On peut aussi prendre ce genre de considération. Le bio. Pourquoi le bio est 2 fois plus cher dans certains de vos supermarchés? Le bio, c'est 20% plus cher à la production en moyenne. Les marges que prend la grande distribution sur le bio sont 2 fois plus élevées que celles qu'elle prend sur le traditionnel. Trouvez l'erreur. Tout ce que je vous dis là, c'est... Excusez-moi, inspecteur général, je peux vous sourcer, j'ai amené un énorme dossier, etc. Voilà. On est dans un monde où il faut que chacun prenne
effectivement ces responsabilités. Et puis, il faut régler le problème européen. Encore plus compliqué parce qu'il y a des agriculteurs en Pologne, deuxième pays après nous maintenant en termes agricoles européens. Ils sont quand même très très loin de nos pratiques économiques, etc. Et puis, il faut arrêter de raconter des histoires. Les terres agricoles en France, elles sont considérées comme non artificialisées. Promenez-vous dans un champ et regardez si la terre que vous prenez, elle ressemble à de la terre. Donc en général, ça ressemble à du sable. Et c'est comme la cocaïne, le phytosanitaire. Hein ? Plus vous en prenez, plus vous avez besoin d'en prendre. Puisque vous détruisez effectivement tout le milieu. Voilà. Donc je veux dire, on est dans un monde où planification, etc. Zéro artificiel. ZFE, je vous en ai parlé. Bien évidemment. Qui sont les propriétaires des poubelles qui roulent ? Rarement des gens qui ont les moyens de pouvoir se payer même une Spring à 20 000 € pour passer au tout électrique à condition qu'il y ait des bornes, etc., etc. là-dessus. Dernier point, j'en ai fini. Moi, je vous parle là en tant qu'inspecteur général, mais aussi en tant que vice-président d'une association qui regroupe 300 et quelques hauts fonctionnaires, qui s'est créée il y a 2 ans en termes de réseau, depuis 1 an en association, qui regroupe essentiellement des gens de l'État et des collectivités locales, moins malheureusement la fonction publique hospitalière, et qui essaye, bon, nous, on est sur un réseau professionnel. Donc vous pouvez nous consulter sur LinkedIn, sur le site fpt.fr, vous verrez. Et l'idée, c'est sur la formation, après le manifeste pour un réveil écologique qu'avaient lancé les élèves de l'enseignement supérieur des grandes écoles, les fonctionnaires se sont dit, bon, etc., notamment des gens de votre génération, plus que de la mienne sans doute. Donc on a fait un mariage dans les animateurs, on est 2 vieux, il y a 6 jeunes, une collègue ambassadrice à la retraite. Et donc on réfléchit, on fait des notes, des groupes de travail, on échange des expériences, vous pouvez voir ça sur le site. On vient de sortir une série de fiches à destination des fonctionnaires sur la biodiversité, sur le rôle des collectivités locales, sur la COP27, sur les budgets, etc., pour faire démultiplier, je dirais, notre savoir-faire, etc. Et on va faire ce que je fais ce soir, aussi souvent qu'on nous le demandera. Merci, je crois avoir été trop long. Merci beaucoup, très intéressant. On va passer aux échanges avec la salle s'il y a des questions. J'espère qu'il y a des questions. Vous n'osez pas ? Oui ? Dites-moi, parce qu'il faut que je dégaine le micro. Faut tirer fort, c'est ça ? Non, il faut le sortir. Et ensuite l'allumer. Bonjour et merci. Je voulais savoir quelles étaient vos missions à l'inspection générale de l'administration. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est le corps de contrôle rattaché au ministère de l'Intérieur. Donc, on contrôle tous les services du ministère de l'Intérieur. Et comme ceux-ci se sont considérablement développés ces dernières années, tant au niveau national qu'au niveau local, ça fait pas mal de choses. Donc, traditionnellement, préfecture, préfet, etc., on contrôle les préfets. C'est toujours un exercice assez drôle, d'ailleurs. Et on contrôle maintenant les directions départementales, puisque ça a été rattaché en gestion au ministère de l'Intérieur. On travaille, moi je vais le faire dans quelques temps, là je pars à La Réunion avec mes collègues de l'inspection de la police et de l'inspection de la gendarmerie sur les forces de sécurité, y compris nous faisons partie de l'inspection du renseignement, j'ai fait ça quand j'étais chef de l'inspection, donc on essaye de contrôler aussi les services de renseignement. On fait les étrangers, puisque tout ça a été rattaché au ministère de l'Intérieur. On fait les collectivités locales pour la partie, je dirais, qui n'est pas considérée comme étant de leur libre administration.
ou les études sur les collectivités locales. Là, l'inspection, le rapport n'est pas encore public, j'espère qu'il le sera, va être rendu sur les contrats justement de transition écologique qui ont été faits par Castex dans les équipes précédentes. On fait le contrôle de l'outre-mer à la Sensus, c'est-à-dire que bon, on s'intéresse y compris au prix du livre outre-mer, vous ne le savez pas, mais le prix du livre outre-mer, ce n'est pas la loi langue, voilà, etc. Je prends des exemples là-dessus. On participe aux inspections interministérielles, donc là, nous n'avons pas participé, les collectivités vues m'auditionner, mais avec ma casquette de CDC Biodiversité sur le financement de la biodiversité en France. Mais il y a une étude qui vient d'être rendue, inspection des finances, inspection du développement durable et inspection de l'administration sur le climat et les politiques publiques sur le climat. J'espère que le rapport sera rendu public, ce n'est pas absolument certain, bien entendu. Voilà. Alors des fois on est dans l'actualité, vous êtes trop jeune, l'affaire Leonarda, ça ne vous dit rien, mais bon, on en a parlé, voilà. Moi, ça m'a occupé pendant 8 jours, y compris le désastre du président de la République à la sortie de tout ça. Voilà. Bon, voilà. Et puis on est saisi de sujets des fois qui, comme je vous disais, n'ont pas des rapports. Bon, l'inspection générale de l'administration. On fait beaucoup de fonctions publiques aussi. Si. Voilà. Dans les missions de l'inspection ministère de l'Intérieur, l'ATO, Sensus, sécurité routière compris maintenant, l'outre-mer, fonction publique et là, le fonctionnement. Et puis, bon, les missions dont je vous parlais, par l'outre-mer et les collectivités locales, on fait un peu de tout. Et par les missions qu'on confie, qu'on fait avec l'IGAS et l'IGF, là, les 3 grands corps historiques, bon, qui continueront un certain temps, je l'espère, là-dessus. Bonsoir. Moi, j'aurais une petite question par rapport à l'acceptation sociale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait, que c'est un peu limité et qu'il ne faudrait pas, des fois, aller contre ça et obliger des choses et faire, obliger des choses aux gens. Je pense notamment pour les pro-chasses, par exemple, qui se disent protecteurs de la biodiversité, alors que, après c'est mon avis, mais je pense que c'est pas trop le cas. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des limites du coup à cette acceptabilité sociale ? Mais les limites sont dans les deux sens, madame. Enfin, excusez-moi, je sais pas. La loi le contraint. Éviter, réduire, compenser, c'est de contraindre les gens à pas dire on veut faire notre route n'importe où, n'importe comment, etc. Et on se fout de la nature, etc. Donc c'est créer des droits et des devoirs. Vous savez, c'est le statut de la fonction publique, droits et obligations. Je pense que c'est ça l'équilibre de nos sociétés démocratiques développées. Donc après, madame, c'est un problème aussi de démocratie au sens premier du terme. Hein. Si vous me demandez un avis personnel, moi je suis très très surpris qu'1 million de chasseurs soient considérés comme une clientèle électorale qu'il faut privilégier par rapport à tous les gens qui sont contre. Mais bon, c'est comme ça, etc., etc. Je suis d'accord avec vous que faire du vélo bourré, c'est un délit, que avoir un pétard dans la main, c'est pas encore un délit, ça va peut-être le devenir. Ça me rend perplexe, je suppose, comme vous. Mais l'acceptabilité sociale, c'est, madame, on peut contraindre. On est dans des sociétés qui sont quand même complexes. Enfin, je 102 ans Edgar Morin, quand même. Bon, donc quelqu'un qui, en plus, a donné de sa personne pendant la guerre. Ce n'est pas des gens qui parlent d'un point de vue pas éclairé. On ne peut pas leur reprocher ça, hein, là-dessus. Je pense qu'on est dans des sociétés complexes et qu'il faut que les gens comprennent pourquoi vous créez ça. Alors, comme vous dites, effectivement, c'est sans doute plus facile d'expliquer aux gens qu'on n'a pas le droit d'aller chasser le dimanche pendant que les gens se promènent que de faire autre chose. Après, si le pouvoir politique ne veut pas le faire, on est dans un pays démocratique. Bon, il faut que vous en tiriez, que chacun en tire les conséquences qu'il se doit. Mais l'acceptabilité sociale, je pense que c'est l'histoire de... Je ne vais pas prendre des gilets jaunes. Moi, je ne suis pas un expert, je n'ai pas étudié, et vous êtes des profs qui, ici, l'ont fait. Je vais vous prendre le sujet des zones de faible émission, les ZFE. Bon, moi, je m'en fous, j'habite en ville, et ça fait 12 ans que j'ai un vélo électrique.
Quand j'arrivais, quand j'étais directeur d'agence de l'eau, en vélo électrique à la préfecture, on me demandait qui j'étais. Ça me faisait sourire. Aujourd'hui, on ne me le demandera plus. Ça, c'est l'acceptabilité sociale. Vous voyez ce que je veux dire, madame? Mais qui peut aujourd'hui dire à un quart des Français qui ont des voitures critère 3, critère 4, critère 5. Alors cette année, c'est que 4 et 5, ce sera critère 3 que l'année prochaine. Dans 150 agglomérations en France, non, vous n'avez plus le droit de venir. Ah! Ouais. Quand même un peu plus compliqué que ça, quand même, dans la vie. Non? Oui, vous avez quelqu'un aujourd'hui dans cette salle qui habite à Carcassonne qui vient faire cours ici. Il n'a pas de train après 19h. OK? C'est une réflexion globale sur, d'une part, l'organisation des mobilités, comme on dit maintenant, c'est pour ça que ça s'appelle ZFE Mobilité. Et ça, c'est un vrai sujet. Notamment dans des endroits comme ici, on a fait de l'étalement urbain à qui mieux, je dirais, de façon... Là-dessus, c'est pas pour rien que tous les SCOT PLU ont été annulés régulièrement et tout là-dessus, parce que justement, on n'a pas eu cette problème. Et en même temps, faire une ville compacte, c'est compliqué. Faire une ville dense, c'est compliqué. Les gens, regardez, ils vous disent « Ah, le Tour, jamais !» Jamais. Et si vous voulez faire une ville dense, vous allez forcément faire une ville un peu plus haute, voire de temps en temps très haute. Il y a de très très belles tours. Il n'y a pas que la tour Montparnasse. Vous allez à Chicago, vous avez de superbes tours. Je pense que tout le monde serait content d'avoir ce genre de tour. On peut faire des tours très moches. On peut tout faire moche. On peut tout faire bien aussi. Donc, moi, sur l'achat, je vous dis, c'est... Moi, je suis du Tarn. Mon grand-père chassait, mon père chassait, et la loi Verdeil, c'était un sénateur du Tarn, si ma mémoire est exacte. On est revenu tout ça. Moi, je ne chasse pas. On m'a acheté un fusil à 16 ans. J'ai dit à mon père, non, je t'accompagne à la chasse, je me promène. Moi, je vais cueillir des champignons. Mais voilà, je veux dire, c'est ça. On peut avoir une vision de la chasse qui est une vision... voilà. C'est un peu comme la pêche. Moi, je suis pêcheur. Le no-kill. Ouais. Enfin, bon. Voilà. Mais par contre, qu'on prenne 2 ans quand on a buté un mec, oui, ça, je comprends pas, je suis comme vous. Mais il n'y a pas que la chasse. De même que la défense de la biodiversité, c'est pas le débat sur l'ours a tout pollué dans les Pyrénées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien d'autres sujets dans les Pyrénées, surtout avec... dans 20 ans, il n'y a plus de glaciers. Quand j'étais à l'agence de l'eau, je disais dans 30 ans. Maintenant, c'est dans 20 ans. Moi, je le vois, vous allez vous promener, je ne sais pas si vous êtes du coin. Vous allez vous promener, vous revenez sur vos pas 5 ans ou 10 ans après, le truc a disparu. C'est pas qu'esthétique. Pourquoi il n'y a plus d'eau dans les rivières? Parce qu'il n'y a plus de glaciers. Beaucoup. C'est une raison essentielle. Et s'il n'y a plus de... Bon, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est lâchement. La préservation du grand tétras dans les Pyrénées me paraît au moins aussi importante que la préservation de l'ours, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, effectivement, ça crée moins de conflits. Mais dans un conflit, des deux côtés, on est content des fois qu'il y a du conflit, madame. Vous voyez ce que je veux dire? Je reviens à mon acceptabilité sociale. On est contre. Non. Moi, je veux trouver des solutions. Je veux des solutions qui marchent pour la transition écologique. Et comme je vous dis, comme ce n'est pas naturel, voilà. Mais je suis aussi grand-père. Donc ça m'aide peut-être à prendre plus conscience que ça. Mais je pense que c'est aussi ça. Mais si les gens ne comprennent pas pourquoi vous faites quelque chose, vous avez du mal. Regardez ce qui est en train de se passer sur un autre sujet. Quand les gens ne comprennent pas que vous changez 4 fois de discours, comme disait quelqu'un, si c'est flot, c'est qu'il y a un loup. Bonsoir. Bonsoir et merci. J'avais une question. Vous avez évoqué l'impératif de formation pour les agents publics, mais concrètement, comment est-ce qu'au quotidien, ils peuvent appliquer et promouvoir à leur échelle la transition écologique dans leur fonction quotidienne? D'abord, madame, il y a une réflexion, là aussi plus globale. Je suis un haut fonctionnaire.
une des tares du système français de haute fonction publique, c'est qu'une fois que vous avez fini votre école, en général, on ne vous demande pas grand-chose en termes de formation continue. Alors, s'il y a bien un sujet qui doit appeler effectivement à un formidable effort de formation continue dans la fonction publique, c'est celui-là. Il y en a d'autres. Hein. Moi, je suis un handicapé du clavier. Moi, j'ai commencé à travailler, pas d'ordinateur dans les bureaux. Donc, je veux dire, bon, il y a quelques sujets comme ça là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un énorme effort de formation continue et aux bons endroits. Moi, c'est ce que j'ai dit à Guérini. Moi, j'ai dirigé le cabinet de la ministre de la fonction publique. Donc, je me suis permis de lui dire, oui, je sors d'une réunion avec un préfet, j'ai parlé de biodiversité, le type est sympathique, il est compétent, il a envie de bien faire, il ne comprend rien au sujet. Du coup, quand le Réal parle, il ne comprend pas, donc il se méfie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça la sociologie des organisations. Quand vous demandez à un décideur qui ne sait pas de quoi il parle de prendre une décision éclairée, vous n'êtes pas bien barré. Donc, formation continue, formation de vous. Alors, je vous disais tout à l'heure, rapport Jouzel, engagement, ministère, je crois que tout le monde et les IEP sont plutôt bien placés de ce point de vue-là à s'engager sur ce type de sujet. Formation dans les écoles. Excusez-moi, pendant des années, moi, je faisais des cours à Strasbourg ou à l'ENA, enfin, l'INSP maintenant, l'ENA, et à l'INET, c'est-à-dire son homologue pour les collectivités locales. Regardez l'offre sur la transition écologique du CNFPT. Là aussi, elle est beaucoup plus importante. C'est l'association des anciens auditeurs de l'INET qui a monté avec le CNFPT un cycle de management de la transition écologique. Moi, j'attends que ça existe à l'INSP, comme dans les grandes écoles, je veux dire, etc. Vous allez où? Je ne vais pas vous faire l'anecdote. Je siège cette année au concours des commissaires de police. J'ai proposé 2 sujets, dont un sujet sur la transition écologique. Réponse d'une des membres, vous défendez une cause. Je dis, madame, je ne défends pas une cause. J'ai rappelé tout ça. Moi, je ne défends pas une cause. Moi, je veux dire, bon. Et puis, on forme des commissaires de police, ils sont là aussi pour respecter la loi, pour faire respecter, pardon, la loi. C'est une des bases de leur métier. C'est compliqué. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Si? À peu près? Ça, c'est une de vos camarades d'une promotion d'il y a 10 ans, c'est ça? Ah oui, c'est ça, exactement. 2013. Et qui travaille dans la transition écologique. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je me demandais justement, en tant qu'agent du coup d'une collectivité, d'une mairie, quels sont là vos moyens justement pour favoriser les échanges de bonnes pratiques entre agents, justement? Est-ce que c'est seulement par le réseau LinkedIn ou vous allez organiser peut-être des temps d'échange dédiés? On a créé quelques groupes de travail, parce que l'idée, c'est aussi d'être un think tank. Donc, on prépare deux papiers. On en a fait un sur la formation, on en a fait un sur l'adaptation au changement climatique. Il y a un groupe qui travaille sur One Health, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que moi, c'est un sujet, puis j'espérais, après la crise du Covid, quand même, que les gens, comme je disais à madame qui est une des responsables de la sécurité sociale, ici, nous, à CDC Biodiversité, on s'était lancé dans santé et biodiversité juste avant le Covid. Donc, on a vraiment subi ça et tout et tout. Je vous dis, je crois les scientifiques qui m'expliquent que la chauve-souris, on sait à peu près... Au début, ils croyaient que c'était la chauve-souris des mines de Kunming. Non, c'est les chauves-souris du nord du Laos. Ça corrobore à peu près les études de l'Institut Pasteur. C'est à la fois extrêmement inquiétant et rassurant. On en fait un sur l'agriculture, c'est un sujet fondamental. Et c'est un peu, excusez-moi, elle est partie, votre camarade, c'est comme les chasseurs. Moi, je me suis engueulé avec les agriculteurs, ils m'ont cassé les... Mais il faut discuter, il faut discuter. Il faut aussi être capable d'apporter des réponses aux questions légitimes, parce que dans toutes les questions qu'ils vous posent, il y a plein de questions légitimes. Faire de l'élevage aujourd'hui en France, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile pour des tas de raisons. Économique, culturelle, sociale, etc., etc. Donc, après, les grandes cultures céréalières, j'ai un peu moins de gants à prendre. Là aussi, les parties de votre camarade, ce truc, je pense qu'il faut être un peu plus... Bon, en même temps,
Bon, vous n'allez pas casser l'économie du Gers, quoi. Je veux dire, attention, je veux dire, vous êtes aussi contraint de dire comment on fait. Bon, donc je pense qu'il y a plusieurs réseaux professionnels, on n'est pas le seul, etc. Et je vous dis, vous, si vous travaillez dans les collectivités locales, le CNFPT, ils vont faire à Bordeaux, là, au mois de mars, ils font un truc d'échange d'expérience entre collectivités sur ces sujets-là. Oui, oui, il y a des tas de... C'est fini? L'hypoglycémie et la sobriété à raison de tout le monde, c'est ça? Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup.